Bonjour. Je ne pensais pas pouvoir vous présenter si rapidement une nouveauté dans le domaine des vidéos que j'ai eu le privilège de composer à partir de mes investigations. Or, une personne tout à fait imprévue a proposé de me rencontrer, qui m'a proprement chamboulé, complètement. Cette personne est très importante, à plus d'un titre, comme vous le verrez. Encore merci à nouveau à Silvano Trotta de nous permettre de communiquer vers un public de qualité et de plus en plus important. La personne dont il s'agit, je la place dans la catégorie des gens très courageux sur notre planète et grâce auxquels des vérités souvent inaccessibles initialement au grand public sont dévoilées au compte de l'information véritable des peuples et de la démocratie. Tout simplement, des personnes de la catégorie des lanceurs d'alerte sur le plan mondial. Alors on y va, c'est parti. Tout événement important a évidemment une histoire, une origine, dont il est souvent utile de connaître la source. C'est le cas dans les révélations dont nous sommes présentement les vecteurs. Il s'agit d'une montagne, sujet simple et banal en apparence. Mais un certain nombre d'informations concernant cette montagne n'ont assurément aucun aspect lié à une quelconque banalité. Nous verrons au fur et à mesure les indices, et plus encore, qui attestent de la justification à présenter les éléments de cette histoire, maintenant à notre connaissance. Tout d'abord, il faut remonter aux années 60 ou 70, je n'ai pas la date exacte, mais ce qui est rapporté est absolument vérifiable. À cette époque, la technologie américaine à usage militaire est déjà très en avance sur toutes les autres. Nous reviendrons sur ce point. Cette technologie d'avant-garde était, pour ce qui nous intéresse présentement, était donc utilisée de la manière suivante. Un avion survole la planète en tous sens. C'est évidemment un avion américain. Cet avion est équipé d'un système encore jamais utilisé auparavant. Un système entièrement d'origine américaine et seulement à leur disposition. C'est une sorte de scanner à usage géodésique qui a pour particularité de sonder le sous-sol à de grandes profondeurs afin de pouvoir en examiner là où les structures. C'est ce que l'on sait faire aussi aujourd'hui avec les océans, en ayant la capacité d'étudier les fonds marins en occultant l'eau de mer, ce qui fait actuellement l'objet de présentations assez stupéfiantes sur une chaîne de télé comme Science et Vie, dont j'ai vu une séquence ce jour, non c'était hier, par exemple avec les explications qui ont permis, grâce à ce système d'exploration, d'expliquer la disparition d'un sous-marin américain expérimental dans les années 60, le Fresher, une histoire dramatique dont je me souviens parfaitement. Donc, les ingénieurs qui se penchent et étudient les scans réalisés par cet avion
relèvent un détail surprenant qu'ils communiquent à leur hiérarchie. Le mont Bucegi en Roumanie présente une cavité souterraine inconnue et d'une dimension énorme. L'information est communiquée au gouvernement roumain. Sous le règne, le mot n'est pas trop fort, règne du président dictateur roumain encore au pouvoir à l'époque, pas pour longtemps, M. Ceausescu. Ce dictateur avait créé une incroyable structure dont je ne peux pas ici développer les circonstances de cette création et les objectifs poursuivis. Les livres publiés sur le Bucegi expliquent tout cela avec les détails nécessaires. Je reviendrai sur ces publications. Donc la structure précitée possède les cerveaux pour s'emparer de cette information et commencer les investigations dans une région connue pour sa haute étrangeté, avec ses espaces sauvages, peu accessibles, ses légendes qui viennent de très loin, avec son sphinx de pierre, dont on se demande encore aujourd'hui si c'est une création naturelle ou pas. Et c'est à ce moment qu'un personnage de cette structure apparaît, structure ayant pour nom le département 0. Ce personnage ayant des dons tout à fait exceptionnels. Et il va progressivement être, par ses capacités hors normes, en mesure de faire progresser les connaissances concernant cette structure. Dans les livres, où il occupe évidemment une place essentielle, il a pour nom César Brad. Or, il existe un homme très fort aujourd'hui, au sommet de l'État roumain, dont le nom est César Preda. Nous reviendrons aussi sur cette nouvelle étrangeté. Nous allons faire connaissance avec quelques épisodes vécus par un contact qui s'est donc présenté à moi il y a quelques jours. Il aura l'occasion de vous parler en direct dans une prochaine émission, mais ne brûlons pas les étapes. Silvano Trotta vous informera sur l'émission en direct qui aura lieu avec cet important personnage. Une émission où il y aura la possibilité de questions et de réponses de votre part. Nous allons donc en premier lieu déclencher des informations rafraîchies sur ces découvertes du Bucegi. Donc, grâce à une rencontre improbable qui m'est échue, alors que je ne m'attendais absolument pas à une telle orientation de mes conférences, je suis content de vous retrouver, cher public fidèle à cette chaîne de Silvano Trotta. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai accepté la proposition qui m'a donc été faite par un nouveau contact qui a suivi mes présentations vidéo avec une mention qui l'a interpellé sur le problème posé par cette montagne sacrée en Roumanie, le Bucegi, et qui a pensé que ma présence à ses côtés serait un appui pour servir la crédibilité des propos extraordinaires qu'il va nous délivrer. J'ai accepté pour deux raisons. La première est que l'initiative de ce témoignage, conformément à mon éthique habituelle, cela m'a été proposé, cela ne vient pas de moi. La deuxième raison est que je donne toujours une priorité absolue à ce que me communique un témoin dont j'ai ressenti la sincérité totale, ce qui est le cas présentement. Maintenant, peu importe la forme que peut prendre la communication, soit un dossier écrit, une vidéo, qu'elle provienne directement d'une investigation préétablie ou bien d'un enregistrement direct,
audio avec un smartphone ou une caméra. Ça n'a pas d'importance. J'ai donc expliqué mes fondamentaux. Le contact que vous entendrez ultérieurement sera masqué et sa voix déformée. Pourquoi? De formation et d'emploi militaire, il occupe actuellement des fonctions importantes dans le domaine de la sécurité. Et son anonymat intégral est donc requis. Par contre, j'ai eu la possibilité de le rencontrer physiquement pendant 2 bonnes heures dans un restaurant. C'est un homme encore jeune et en pleine forme. J'ai pu avoir quelques preuves sur son actuel emploi. Avoir été un enfant né près du Bucégy, avoir joué, étant enfant, dans une cabane qui est maintenant au centre d'un dispositif militaire ultra secret. Vous allez faire connaissance avec ce site, avec l'emplacement de l'ancienne cabane. Cela explique bien l'intérêt de ce personnage, avec à sa disposition un matériel lié à son activité particulière. Cela ne pouvait donc qu'attirer complètement son attention sur l'incroyable évolution et dévolution, en un seul mot, de ce site. Chacun, je pense, peut facilement comprendre une telle démarche. Très honnêtement, autant j'étais familiarisé avec les relations concernant les phénomènes paranormaux et les témoignages d'abduction, comme vous le savez, autant j'étais complètement en territoire inconnu, complètement sec, avec l'intraterrestre. J'étais même particulièrement sceptique à ce sujet. Or, les livres parus aux éditions Atlante par mon ami éditeur Christelle Soval m'ont très déstabilisé sur ce sujet. Christelle est un éditeur exceptionnel qui ne publie que des livres d'avant-garde ayant valeur de documentaire. Or, à un moment donné, Christelle étant débordé par la masse de travail qu'il avait à boucler afin de respecter des dates convenues par les engagements pris avec son imprimeur, je lui ai proposé ma modeste participation pour la correction d'un certain nombre de pages de ses livres à paraître sur le Bucégy. Ce travail de correction m'était déjà familier dans de précédentes publications avec un éditeur basé à Nantes. Orthographe, doublon, enchaînement syntaxique, conjugaison, j'adore ce travail de retouche. Mais je ne savais pas que j'allais découvrir des révélations absolument stupéfiantes à propos de cette montagne du Bucégy en Roumanie. D'ailleurs, j'eus une première confirmation de cette région très particulière par une de nos amies, réfugiée roumaine depuis de nombreuses années et travaillant dans le milieu de la santé. Cette région, elle la connaissait bien et elle était bien réputée sacrée depuis des temps immémoriaux par les Roumains. Je proposais à cette amie de participer à la traduction de ses livres. Elle commença, puis, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pris peur. Elle a abandonné. Il devait donc y avoir une explication à un tel phénomène. En général, on ne trouve pas d'explication dans ce genre de situation. Mais là, c'est différent. Un de mes amis, Daniel Hoffnung, a été le grand découvreur sur le terrain de réalisations dont personne ne promouvait l'existence dans notre pays, avec ce foisonnement de mystères. Cela a permis à Christelle Soval de prendre connaissance des livres parus en Roumanie sur ce sujet et divulgués avec, disons, parcimonie. C'est à partir de là qu'un travail fut entrepris de traduction et de correction
en français. Un réalisateur s'est aussi emparé de ce sujet en produisant un film dédié à ces découvertes, film produit donc par Damien chez Immedia. Ceci se conjugua, pour moi, avec les révélations dont j'avais pris connaissance dans un livre que j'avais récemment lu de Marc Saint-Germain, un livre qui s'appelle « Les gardiens du silence » et qui traite des origines de l'évolution des connaissances scientifiques et des réalisations technologiques de ce qu'on nomme maintenant, depuis un certain temps, le complexe militaro-industriel des États-Unis, qui n'est pas du tout une plaisanterie, c'est quelque chose de vraiment très très sérieux. Et on comprend très bien, à partir de ces révélations, la genèse de ce complexe militaro-industriel. Notons au passage que Marc Saint-Germain vient d'être nommé directeur du MUFON pour la branche canadienne de cette puissante organisation ufologique américaine. Mon ami investigateur, sur place, confirma l'existence de l'intraterre au BUCJ. Et voilà maintenant que je me trouvais en face d'un militaire qui avait décidé de livrer son témoignage après avoir donné les garanties de sérieux à quelqu'un dont il a apprécié l'honnêteté au travers des diffusions présentées par la chaîne de Silvano Trotta. Nous allons donc avoir une séquence de conférences vidéo avec notre invité. Mais préalablement, et avec son accord, je vais vous présenter naturellement quelques documents qu'il m'a communiqués comme hors d'œuvre, si je puis risquer cette comparaison, comme entrée, avant sa prestation. Ensuite, ce témoin aura la parole, ce témoin et investigateur aura la parole, un témoin vraiment exceptionnel, et cela donc dans une prochaine émission que Silvano Trotta programmera et dont vous serez informés de la date de diffusion. Accrochez-vous bien dès maintenant. Évidemment, je ne saurais passer sous silence ce que l'on peut trouver dans les livres parus sur le BUCJ. Mais bien entendu, je ne vais pas essayer de résumer plusieurs centaines de pages dont un nombre significatif contient des informations et des descriptions qui sont complètement hors normes par rapport à nos connaissances dans notre environnement habituel. Parce qu'il faut replacer tout cela dans le contexte des informations dispensées par l'auteur de ces livres, l'auteur initial, Radu Sinamar, que ce patronyme désigne un seul être, ou un groupe de personnes chargées de transmettre des informations exceptionnelles au monde entier. Cela, à mon avis, a une importance secondaire. Donc, notre héros, César Brad, va permettre de débloquer par son intelligence et ses dons la possibilité de pénétrer dans un tunnel soigneusement dissimulé dans cette montagne du BUCJ. Le principal obstacle auquel avaient été déjà confrontés, semble-t-il, les nazis pendant la dernière guerre mondiale, c'était une barrière d'énergie d'origine inconnue. Barrière absolument infranchissable, voire mortelle, ce qui s'est vérifié à plusieurs reprises, et qui souhaitait s'en affranchir. Ce problème étant résolu, César Brad va mettre au point un dispositif de recherche qui va mettre en évidence la structure très particulière du tunnel d'entrée. Et jusqu'à la grande salle, déjà repérée comme expliqué ci avant
par le dispositif américain embarqué dans un avion. Cette salle voûtée, immense, va bien entendu être explorée et il va y être découvert des appareils en bon état de fonctionnement, semble-t-il, et qui, à force d'études, vont révéler des images et une documentation complètement renversant pour les chercheurs, concernant en particulier le passé de la planète. Les murs de cette salle contenaient une bibliothèque apparemment constituée de tablettes qui seront envoyées aux États-Unis et décryptées, semble-t-il, avec succès par les experts américains, ayant probablement inventé une machine du genre Enigma, à l'instar du célèbre mathématicien Alan Turing, qui permit aux Alliés de pouvoir décrypter les messages codés à l'usage de l'armée allemande. Ces tablettes seront remises à leur emplacement initial après que les Américains les aient étudiées et décryptées. Ce qui ressort de ces découvertes, c'est qu'il s'agit de dispositifs ayant été contemporains d'une civilisation disparue et qui avait des connaissances d'un niveau exceptionnel, ainsi que des réalisations évidemment en rapport. Une science pour le moment très supérieure à tout ce qui existe dans le monde contemporain d'aujourd'hui. Mais les découvertes ne s'arrêtèrent pas à ce stade. Autour de cette grande salle, il fut découvert des entrées de tunnels, et si mes souvenirs ne me trahissent pas, ces tunnels sont au nombre de 5. Car pour cette présentation, je n'utilise que ma mémoire, et celle-ci est évidemment un peu comme un gruyère, avec pas mal de trous. Lorsque mon contact aura découvert cette vidéo, je ne serai absolument pas vexé ni choqué s'il apporte quelques rectificatifs à cette présentation, à laquelle je ne m'attendais absolument pas de m'atteler, mais que je réalise de bon cœur, vu la considération dont j'ai fait l'objet auprès de mon contact, et bien entendu, vu la très haute conscience que j'ai de l'importance de son incroyable témoignage. Ces tunnels vont naturellement être explorés, et il va être découvert évidemment de nouvelles réalités aussi stupéfiantes et improbables que ce qu'aura déjà livré la grande salle. À savoir que certains de ces tunnels se prolongent sur des centaines de kilomètres. L'un vers l'Orient, l'autre vers les grandes profondeurs de la Terre, un autre vers l'Égypte et plus particulièrement en direction de la pyramide de Khéops. Tiens, me suis-je dit, ça alors, ça me parle, Khéops, car j'avais lu quelque temps auparavant qu'une équipe d'archéologues avait découvert ce qui semblait être une entrée de tunnel à un certain endroit dans l'environnement immédiat et au pied même de la pyramide. Je ne me souviens plus exactement de ce détail. Curieux, personne ne parle plus de cette découverte aujourd'hui. Cependant, les recherches actuelles portent justement sur ce que pourrait cacher la grande pyramide à l'intérieur de ces murs. Le gouvernement égyptien a autorisé de nouvelles recherches, pensant que des découvertes récentes pourraient relancer l'activité touristique dans ce secteur et que cela évidemment pourrait profiter à l'État égyptien, lequel est un peu en panne de devises. Là encore,
est utilisé un nouveau modèle de scanner qui permet de sonder les parois de la pyramide grâce à ces particules hyper pénétrantes que sont les muons. Et les chercheurs découvrent ainsi de nouvelles cavités très importantes qui font des dizaines de mètres de longueur. Et cela au sein même donc de la pyramide. Cavité évidemment non encore explorée. À ce sujet, je voudrais profiter de cette évocation par ce qui est subodoré par certains chercheurs sur la fonction initiale des pyramides. Voyez déjà ce qu'écrivait Maurice Chatelain dès 1975 dans ce livre dont j'ai déjà conseillé la lecture dans la conférence que j'ai délivrée dernièrement. Ce livre, je rappelle son titre, « Nos ancêtres venus du cosmos », a donc été écrit par Maurice Chatelain. C'était pas n'importe qui, Maurice Chatelain. C'était un ingénieur surdoué d'origine française, comme son nom le laisse penser, travaillant pour la NASA en tant que mathématicien et ingénieur en informatique. Et voici ce que l'on peut lire déjà à cette époque dans l'annexe numéro 9, située à la fin de ce gros livre bourré d'informations plus stupéfiantes les unes que les autres. On y lit donc ceci. La chambre d'Hérodote pourrait contenir un émetteur de radiation et un générateur de froid alimenté par les variations périodiques des pressions causées par les crues annuelles du Nil. Cela avec évidemment des schémas. Ceci est aussi à rapprocher de la théorie de certains chercheurs actuels qui pensent pouvoir démontrer un jour que, en fait, les pyramides étaient de gigantesques capteurs d'énergie cosmique qui étaient convertis en électricité par la science des anciens. En plus, ces pyramides formaient un réseau connecté et certaines anomalies constatées dans les souterrains du Bucégy, simultanément avec des phénomènes identiques observés et perçus ailleurs sur la planète, cela interroge les chercheurs. Cela ne devrait pas trop nous étonner finalement, car la plupart d'entre nous savons ou avons même expérimenté que lorsque l'on construit une pyramide en respectant les proportions de Khéops, si l'on place au tiers de la hauteur, par exemple à l'intérieur évidemment de la pyramide, si l'on place un petit morceau de viande, eh bien il n'y aura pas de putréfaction de cette viande. Ce petit morceau de viande séchera progressivement, sans plus. De même, certains ont constaté qu'une lame de rasoir usagée retrouvait son tranchant initial en la plaçant de cette manière dans la pyramide. La pyramide a donc la capacité de concentrer une forme d'énergie venue de l'environnement. Cela rejoint aussi ce qu'avait probablement découvert Nikola Tesla, l'énergie libre, l'énergie du vide, et que certains scientifiques maîtrisent aujourd'hui, mais sans pouvoir diffuser ces découvertes, sous peine de menaces précises, provenant assurément des lobbies industriels qui produisent de l'énergie pour faire de l'argent, et non pas pour objectif premier de satisfaire les besoins de l'humanité. Évidemment, l'exploration de ces tunnels et machines, l'appareil industriel et scientifique roumain n'avait pas les moyens de tout entreprendre tout seul. D'autant que les Américains étaient les premiers découvreurs de ce site
en vérité, dans ce qu'il recèle de plus secret. Le gouvernement roumain voulut à un moment communiquer au monde entier la grande nouvelle de ces découvertes. Mais les Américains s'y opposèrent fermement. Ils proposèrent un deal au gouvernement roumain, à savoir qu'il mettrait à sa disposition tous les matériels pour les explorations futures, les tunnels en particulier, la sécurité, beaucoup d'aides matérielles et des compensations. César conservant son rôle principal, ses fonctions principales, avec ses aptitudes si particulières. Les Américains inventèrent des dispositifs de transport inusités dans les tunnels, permettant une exploration de plus en plus pointue. Et il y eut de nouvelles découvertes. Découvertes de survivants. Toute une civilisation souterraine très évoluée. Et une image sera ici présentée de l'environnement découvert concernant ses habitants. C'est une représentation qui n'est pas une photo, parce que ces témoignages avec nos appareils sont interdits. Il y a quand même eu, disons, autorisation de certaines formes de représentation. Il est plus que probable que des contacts ont été établis et je vais à ce sujet livrer un document que m'a transmis mon contact et vous allez voir que c'est du lourd comme on dit. C'est du très lourd. Enfin, vous allez être certainement aussi surpris par deux photos montrant des rituels sur le mont Bucégy, avec une médium très célèbre dans les milieux spécialisés. Avant de sourire, examinez bien ce qui suit. Les rituels consistant en incantation existent de tout temps, dans tous les pays, dans toutes les époques. Ne serait-ce pour simplifier au maximum, les rituels religieux dans nos églises, pratiqués par les croyants, selon des protocoles très rigoureux. Dans toutes les religions, c'est la même chose. Les tribus découvertes en Afrique et en Amazonie ont aussi leurs rituels, et cela va très loin. Des rituels pour guérir, jeter des sorts, et bien d'autres choses. Aujourd'hui même, les barreurs de feu, les hypnotiseurs, et bien d'autres personnes, jusqu'à notre personnel politique, sont capables de diriger notre cerveau vers des rivages qui imprègnent notre pensée et nos savoirs. Le Bucégy, c'est une histoire qui n'est pas finie, loin de là. Et voici maintenant quelques documents factuels dont j'ai pu avoir connaissance par mon contact. Merci, à bientôt avec ce contact extraordinaire auquel vous pourrez poser des questions et qui se fera vraiment un plaisir de pouvoir communiquer avec vous, de pouvoir vous répondre. À bientôt. Voilà cette petite cabane, cette vieille cabane refuge, perdue dans la montagne, dans laquelle jouait le petit garçon qui est devenu grand et qui m'a contacté. Vous pensez si cette cabane avait de l'importance dans la vie isolée de cet enfant,
et combien cela a pu piquer sa curiosité lorsqu'il a vu ce monstre surgir dans cette montagne, avec en son cœur cette fameuse petite cabane qui s'est progressivement transformée en un lieu secret, tout à fait exceptionnel, tout à fait particulier, et devenu pour lui complètement impénétrable. La voici aujourd'hui, cette cabane, et mon contact me propose un certain nombre de remarques à propos de cette construction, avec des anecdotes que je vous rapporte. Remarquez l'importance des annexes tout autour. Il faut le faire pour pouvoir construire tout ça tout en haut de cette montagne sauvage. Ne pas oublier que cette base sportive est une couverture. Il y a des centaines de chambres et plein de diverses installations sur place. Parfois, il y a de vrais sportifs qui passent une nuit ou deux là-bas. Ils les logent sans problème, à condition qu'ils ne quittent pas le périmètre autorisé. Si des curieux ne respectent pas ça, il peut leur arriver un malheur. Je vous traduis: meurtre mystérieux d'un nageur. Il serait tombé du 3e étage de la cabane de la pierre brûlée. Des disparitions étranges aussi à proximité, des accidents mortels, des attaques de loups ou d'ours. Bref, il y a beaucoup de choses étranges qui s'y passent. Cet endroit, je l'ai surveillé longtemps et de très loin avec des jumelles. J'ai tenté de rejoindre les annexes en m'avançant pas à pas, avec un maximum de précautions, me confie mon contact. Et pourtant, ils m'ont cramé, caché derrière des bosquets au fond du chemin que je suivais en parallèle. Une Jeep s'est arrêtée à mon niveau, et 3 gars de type militaire m'ont interpellé. « Mec, tu es fou, il y a plein d'ours par ici. Allez, ne reste pas là, monte avec nous dans la voiture. On est des employés de la cabane. » Et ils m'y ont emmené. Sur place, pas un seul sportif à l'extérieur. Il y avait 3 coureurs qui faisaient semblant de faire un petit footing. Mais voyez-vous, ils n'avaient même pas les chaussures et l'équipement adéquat des sportifs. Ils avaient des chaussures Solomon pour la marche, pas du tout pour courir. Ils avaient des joggings doublés contre le froid, au lieu d'être en short. J'ai vite compris. J'ai fait semblant d'être reconnaissant. Merci les gars, vous m'avez sauvé des possibles ours féroces. Et je demandais de partir seul vers la vallée de l'Aubarcia. Sur le chemin, j'ai changé de trajet et je me suis dirigé vers le Sphinx, le fameux Sphinx du Bucégy, après 4 heures de marche sous tension. Rien n'est inventé, tout m'est bien arrivé. J'avais le sentiment d'être épié, suivi de loin, pas à pas. J'ai été angoissé, mais j'avais confiance que mon explication de m'être perdu et mes remerciements chaleureux pour leur aide, tout cela était suffisant pour qu'ils me laissent m'en aller. Il y a d'autres moments de haute tension gravés dans ma mémoire, un jeu stupide, où je me suis retrouvé vraiment comme seul au monde, en pleine nuit, noire, sans une étoile, perdu sur un chemin, au bord d'un précipice. J'avais quitté l'étrange station météorologique dont je vous ai parlé. J'ai décidé de m'enfuir en pleine nuit, non pas par peur, parce qu'ils m'avaient placé un des leurs, jouant le rôle du perdu comme moi. Cette nuit-là fut la plus longue, car j'avançais dans l'obscurité la plus totale, sans lampe torche, sans aucune source de lumière, pratiquement à 4 pattes, pendant des kilomètres, au bord du précipice. Surtout que j'étais attendu
par la médium Melchior Ra pour une cérémonie nocturne au pied du Sphinx, une cérémonie d'invocation des esprits des ancêtres, une sorte de chamanisme qui ouvrait une communication avec le monde subtil de l'astral. En même temps, cette cérémonie était l'occasion pour moi d'assister à d'autres apparitions étonnantes après avoir vu de jour la pyramide translucide et les sphères. Et vous savez quoi? Vers 1 heure dans la nuit, j'arrive vers la cabane Babel, où le groupe des paranormaux conduit par Melchior Ra m'attendait, épuisé par le trajet extrêmement dangereux que j'ai fait pendant des heures. En m'approchant de la cabane, j'entends quelqu'un hurler. « Il est là, je le vois, il arrive. Allez, mec, cours vite, il y a plein d'ours dans les environs cette nuit. » Et je découvre que les employés de la station météo étaient sur place. « Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'es parti? Tu nous as inquiétés en partant, comme ça, comme un voleur. Viens, on t'emmène à la station d'où tu es parti. Il n'y a pas de place cette nuit dans cette cabane. » Et j'ai demandé au réceptionniste qui m'a confirmé, « Va avec eux. On n'a aucune place de libre. » Et j'ai dû m'y plier et repartir avec eux. Pratiquement cette nuit-là, j'ai été leur prisonnier, incapable de bouger librement, obligé de dormir le reste de la nuit avec cet agent déguisé en passionné de la nature, perdu comme toi dans la montagne, qui n'arrêtait pas de me poser plein de questions. Qui j'étais, d'où je venais, où j'allais, comment je m'étais perdu, où j'habitais, etc. Un interrogatoire masqué, quoi. Il y a, sans aucun doute, quelque chose d'ultra secret qui se passe dans le BUCJ. La zone est entièrement militarisée. Des phénomènes étranges s'y passent bel et bien. De mystérieux médiums font des incantations sur place avec la bénédiction des services. Et si vous avez la possibilité d'être sur place, vous serez suivi. Regardez cette photo de nuage communiquée par mon contact. D'emblée, ce nuage a attiré son attention par son aspect différent de l'ennuagement visible à ce moment, ainsi que par son comportement, car ce nuage était mobile. C'est pour cela que mon contact a eu le réflexe de le photographier. En effet, ce nuage a rapidement perdu de l'altitude pour s'abattre sur les montagnes et un vent très puissant s'élevait tout à coup. Et moi, qui rapporte et présente ces documents, celui-ci m'a rappelé le thème de cette récente série télévisée qui présentait une situation semblable et qui avait pour titre « Vague ». Il y a quelques années, un étrange sommet de l'OTAN s'est tenu en Roumanie. Les ministres de la Défense des pays membres de l'Alliance Nord-Atlantique se sont réunis à Bucarest pour un sommet informel. Voyez-vous, ces ministres ont été transférés en haut des Carpates dans une station de ski nommée Poiana Brasov. Si vous faites une simple recherche sur Google, sommet OTAN Roumanie Poiana Brasov, vous allez découvrir que c'est exact. Eh bien, cette pittoresque station de ski au milieu des montagnes se trouve seulement à quelques kilomètres à vol d'oiseau de la base de liaison avec l'intraterre. Comment peut-on imaginer qu'une assemblée aussi importante ait pu se tenir dans un tel secteur
complètement isolé d'une montagne inhospitalière, sans qu'il n'y ait pas eu une raison majeure concernant les circonstances d'une telle réunion au sommet. C'est le cas, à mon avis, de l'exprimer sous cette forme. Mon contact ne voit qu'une justification possible. Il y a eu une rencontre bilatérale avec les représentants du monde souterrain. D'autres éléments crédibilisent une telle conviction. C'est simple. Ce sommet ultra-secret de l'OTAN n'a pas fait de bruit. On ne trouve aucune trace dans les médias, personne n'en parle. Cependant, en rentrant dans les comptes rendus de l'activité du ministère roumain des Affaires étrangères sur le site officiel mae.ro, on découvre ceci. Octobre 2004, donc seulement quelques mois après la découverte concernant le BUCJ. Les Roumains ont donc forcément informé les Alliés de l'existence du monde souterrain. Ils ont sûrement organisé une rencontre pratiquement juste à la surface. Cela veut dire que ce jour d'octobre 2004, en Roumanie, les deux mondes ont dû se rencontrer officieusement. C'est ma totale conviction, dixit mon contact. Voici une preuve photographique de ce sommet étrange à la sortie du monde souterrain. Observez la date. Octobre 2004. L'endroit. Poiana Brasov. Là, s'est prise certainement une décision extrêmement importante concernant la coordination du dialogue intra-terre-surface. Les autorités planétaires n'auraient pas organisé un tel déploiement de responsables mondiaux pour simplement discuter des affaires du monde, dans ce lieu complètement perdu, isolé et sans aucune forme de médiatisation extérieure. Ce serait digne d'un conte de Noël. Mais sommes-nous des enfants pour croire encore au Père Noël avec de telles informations? Voici donc une photo des BUCJ. Regardez, l'emplacement de la base de la pierre brûlée est l'endroit exact où les ministres des pays de l'Alliance se sont rencontrés pour une étrange réunion informelle. Les chefs des armées d'une trentaine d'États étaient en octobre 2004 juste à côté du portail vers la surface permettant l'accès aux civilisations intraterrestres, dans un endroit perdu, en Roumanie, tout en haut des montagnes. Une dernière information très importante. En 2010, dans cette zone-là bien précise, il y a eu un terrible accident. Un hélicoptère des forces spéciales israéliennes s'est crashé avec à son bord un commando d'élite. Des officiers expérimentés du Tsahal et des agents du Mossad ont péri après avoir tenté d'approcher une zone interdite d'accès. Cette tragédie est passée inaperçue. Elle a quand même été mentionnée dans les journaux français. Que faisait l'élite de l'armée israélienne à cet endroit? Cela reste un grand mystère. D'autant que Israël n'est pas membre de l'OTAN. Le ministère de la Défense roumain a juste lâché un bref communiqué. Il s'agissait d'un exercice. Ceci est une pièce importante
du puzzle Busségi. La présence des troupes et des agents de certains pays, Israël, comment se fait-il que leurs hélicos de guerre quadrillent cette zone très précise? Voir aussi l'endroit où il y a la porte secrète, ce rocher coulissant est situé à mi-chemin entre la base et l'endroit où les ministres de la défense des pays de l'OTAN se sont réunis pour leur réunion informelle. On peut donc observer des débris autour. On dirait que ces roches ont été dégagées pour faciliter l'accès. Voici quelques extraits d'un petit film d'une durée de 3 minutes, saisi par un amateur. Un document exceptionnel. On y voit un hélicoptère de l'armée transportant un étrange chargement en haut des Busségi. Ce garçon a filmé ça à l'été 2018 avec une caméra dissimulée, en faisant du vélo près de cette zone secrète. Le département 0 à César Brad. Quelle personnalité complexe. César Brad ou César Preda, ou les deux qui ne font un, allez savoir. Le département 0, je vous l'ai déjà un peu présenté dans mon introduction, mais je vais tout de même ajouter quelques précisions, je pense, assez remarquables. D'autant que mon contact s'intéressera probablement dans sa prestation de très près à l'évocation de cet être exceptionnel, donc dans sa prochaine intervention. César Brad, ou Preda, un être porteur de bien des énigmes, car César avait vraiment deux aspects, pour le moins, on va en voir un troisième, dont la juxtaposition semble parfaitement anachronique quand on connaît un peu les rouages et comportements de la classe politique mondiale dans ses plus importantes attributions. La personnalité à double face de César se complique encore. J'ajouterai une troisième face, donc, qui approfondit l'énigme qu'il incarne. En effet, vous trouverez aisément sous ce nom une biographie du personnage, ayant assurément d'énormes responsabilités politiques en Roumanie. Et cela, c'est la vérité. Mais si l'on considère qu'il s'agit bien du même personnage qui incarne le héros décrit dans les livres sur le BCJ, eh bien, cette biographie décrite dans le livre, sa date de naissance, par exemple, son parcours professionnel, tout cela n'a rien à voir avec ce qui est exposé dans Wikipédia. En plus, la réponse qui a été la sienne à la question nettement insistante, parce que c'était pas la première fois qu'il lui posait la question, à la question insistante de mon contact, est-ce que vous êtes vraiment seulement le César Preda que nous connaissons, ou bien est-ce que vous êtes aussi ce personnage, César Brad, le héros des livres parus sur le BCJ? Cette réponse paraît nette et définitive. Je vous la propose, cette réponse, par l'affichage qui suit ce texte immédiatement. Mon ami Daniel Hoffnung semble avoir des arguments très forts pour nous convaincre que ces Césars sont en fait, pour lui, une même personne. Personnellement, si je devais absolument prendre position
pour l'une ou l'autre de ces affirmations, je serais plutôt enclin à penser qu'il s'agit de deux personnes différentes. Et pour cela, je formule une hypothèse, à savoir que le nom de César Brad jouit d'une telle aura en Roumanie, je me demande si au plus haut de l'État n'aurait pas été installée, certes, une personnalité d'envergure, mais qui se serait ou qu'on aurait affublé de ce prénom si vénéré pour le rendre lui-même intouchable en quelque sorte. Ceci est à prendre naturellement comme une simple hypothèse. Cependant, si l'on pouvait vérifier que les prénoms et noms enregistrés à l'état civil de cet important politicien roumain sont conformes à ce qui est publié à ce sujet, cela éclaircirait les choses. Voilà l'idée que je me permets de formuler. César Brad avait initialement, de toute façon, une personnalité complexe, vraiment rare dans le paysage des grands dirigeants de ce monde, à savoir, parallèlement à ses très hautes responsabilités au sommet de l'État, il paraît clair, évident à la lecture des livres sur le BUCJ, qu'il communiquait régulièrement les résultats de ses recherches et travaux à Radu Sinamar ou à son équipe, car sans ses confidences, sans ses explications, ces livres n'auraient jamais pu exister. César Brad semblait donc manifester au fond de lui un écœurement avec la conscience qu'il avait du fonctionnement politique de la planète, et à ce sujet, comme pour le reste, il voyait très très clair. Il espérait que les révélations dont il était la source feraient florès dans ses nouvelles publications, à propos desquelles il n'exigerait aucun type de reconnaissance ou de rémunération. Radu Sinamar se débrouillerait pour les questions de divulgation. Lui ne s'en occuperait pas. Il espérait simplement que ces divulgations permettraient de faire avancer les connaissances, l'intelligence de l'être humain, et aideraient à l'avènement progressif d'un monde plus propre et réellement démocratique. Et il se trouve que le César que nous connaissons comme homme de premier plan, contemporain, en Roumanie, semble avoir des visées humanistes et écologiques sincères. Allez donc savoir avec tout cela où se loge la vérité. Maintenant, une dernière précision de ma part sur la manière dont étaient recrutés les êtres dans le département 0. Chaque médecin roumain devait absolument remplir une fiche lorsqu'il pensait avoir détecté un enfant au QI hors norme. Si cela était avéré, après signalement, il recevait probablement une récompense. L'enfant était ainsi suivi pendant plusieurs mois avec des comptes rendus réguliers à envoyer à l'autorité gouvernementale habilitée au suivi de ces dossiers. Lorsque le phénomène jeune prodige était confirmé, l'enfant était retiré manu militari à sa famille, qui recevait une compensation. La compensation financière semblait importante, les parents acceptaient facilement, vu le niveau de vie en général très bas des familles concernées. L'enfant ainsi extrait était intégré au département 0 et il bénéficiait des attentions les plus pointues d'experts pour leur éducation très spéciale, visant à développer leurs dons exceptionnels. Ceausescu espérait ainsi disposer d'une task force extrêmement élitiste pour concrétiser les projets démentiels qu'il souhaitait réaliser.
C'est dans ce vivier, donc, que fut puisé le talentueux César Brad et d'autres pointures très éduquées pour résoudre, justement, ça tombait bien, un certain nombre de mystères d'origine scientifique auxquels s'étaient trouvés confrontés par ailleurs les scientifiques roumains. Et très particulièrement, cette énigme posée par les découvertes au BUCJ.